Salut tout le monde. Alors je vais vous faire un aveu. Donc il y a réglementation dans le titre. Et en gros, en fait, si on m'avait dit en début de carrière que je serais le plus satisfait de lancer des produits à l'hôpital, j'aurais pas cru. Alors, Témine, je suis product manager, contributeur individuel. Ça fait 12 ans que je travaille. Je suis tombé dedans complètement par hasard, dès le début de ma carrière. Ça fait 2 ans que je bosse chez Lifen, qui est une scale-up. On fait du SaaS B2B en santé. On est 160 personnes. Et avant ça, j'ai bossé 6 ans en startup, 4 ans en agence, pour des secteurs complètement différents, des logiciels complètement différents. Ce que j'aime bien aussi à côté du travail, c'est rassembler des gens. Donc j'étais président d'NCMag Alumni, qui est donc l'alumni de mon école d'ingénieur. J'ai co-créé une initiative qui s'appelait Why, qui était une communauté de Product Manager Impact qu'on a fermée. Donc on l'a ouverte peu après le Covid, comme vous pouvez vous en douter. Et du coup, j'adore partager. Donc ça fait 2 ans que je fais du coaching Product Manager et je suis intervenu dans le supérieur pendant 3 ans. Et donc, comme j'aime rassembler et partager, c'était l'occasion parfaite de présenter ce meet-up. Donc là, c'est la séquence Slide Corporate. Voilà, donc la mission de Lifen, c'est d'améliorer la qualité des soins et la recherche clinique en simplifiant l'accès, la structuration et le partage des données médicales. C'est des mots qui sont un petit peu techniques, mais on n'a pas trouvé mieux pour bien expliquer notre mission. On est une boîte qui est dans le French Tech 120 pour la 4e année consécutive. On est présent dans 800 hôpitaux, ça fait à peu près un tiers des hôpitaux en France. Il y a un quart des Français qui ont reçu un document via Lifen. On analyse des documents à la hauteur de 4 millions chaque mois avec nos solutions. Et ensuite, c'est un terme assez technique propre au système d'information hospitalier. Et comme on fait de la santé, du coup, forcément, il y a des certifications, donc hébergeur de données de santé. On est accompagné par la CNIL et on est en conformité avec le RGPD, bien entendu. Une des technologies sur laquelle on s'est beaucoup appuyé pour réussir à rentrer dans le secteur de la santé, et donc en particulier de l'hôpital, c'est avec l'intelligence artificielle qui nous permet en fait de scanner des documents. Et donc, du coup, je vous disais structuré, donc ça veut dire extraire des informations et dire ça c'est le patient, ça c'est telle information médicale, etc. Et donc, on a une autre IA qui charbonne tous les jours, avec 93 millions de documents analysés par notre IA qu'on a structurés. Et donc, tous les jours, 1 million de prédictions en temps réel. Ce qui permet du coup d'avoir des produits pour le soin courant qui sont utiles pour nos publics, qui sont notamment des secrétariats médicaux et plus encore. Et donc les solutions qu'on propose, c'est donc pour le soin courant à gauche, Lifen Document qui est notre solution historique qui permet donc de faire de l'envoi de documents de l'hôpital vers votre médecin traitant, vers d'autres acteurs. Lifen Intégration qui est le produit dont je vais parler, donc qui permet de faire le chemin inverse. Donc on prend plein de documents, donc le patient qui arrive avec son dossier médical en consultation et donc ensuite il faut le pousser dans le système informatique. Et Lifen Qualité, qui est un produit qui permet de scanner des documents et d'assurer un niveau de qualité médicale pour l'établissement. Et donc on a un deuxième volet qui est sur la recherche. En gros on s'appuie sur l'IA pour prendre plein de documents, structurer les informations, pour faire des recherches cliniques sur des maladies rares. Donc généralement on a des documents dans lesquels on va chercher 40 variables. Et donc on veut faciliter ce travail d'extraction qui est fait manuellement jusque-là par des assistants de recherche clinique. Ok, ça c'était pour les slides corporate. Maintenant je vous emmène à l'hôpital. Ça c'est un exemple de photo que j'ai pris dans un centre hospitalier universitaire. C'est la réalité encore aujourd'hui. Donc jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le personnel auquel je m'intéresse, c'est les assistants médico-administratifs, autrement dit secrétaire médical. Et elle gérait plein de papiers. Donc je vous parlais du patient qui arrive en consultation avec son dossier. Ça peut être tous les courriers qui sont envoyés par les laboratoires tous les jours. Le médecin traitant qui adresse son patient et qui envoie des documents médicaux. Tous ces documents-là, il faut les trier pour les médecins, les mettre à disposition pour leur consultation, hospitalisation. Et une fois que c'est fini, du coup, il faut récupérer les documents
et les archiver à l'hôpital pour des raisons médico-légales. Voilà, donc vous imaginez la quantité de papier qui est brassé dans les hôpitaux tous les jours. Et donc dans le monde d'aujourd'hui, il y a toujours du papier, mais maintenant il y a aussi d'autres documents qui peuvent arriver, notamment par email. Vous avez peut-être entendu parler aussi du dossier médical partagé que vous avez peut-être activé, ou vous ne savez pas, mais en tout cas il est activé. Et du coup, donc il y a différentes sources qui font que c'est pas forcément évident pour un médecin de s'appuyer sur les informations médicales et donc faire sa consultation, faire son hospitalisation. Donc mon secrétaire médical, quand il veut ranger les documents, aujourd'hui, il a un logiciel qui s'appelle le dossier patient informatisé, qui peut ressembler à ça. Il y en a plusieurs sur le marché, il doit y avoir une trentaine d'éditeurs rien que pour la France. Et donc, il y a plein d'informations à renseigner. Donc, il y a un formulaire, comme ça se présente. Et donc là, je vous ai listé à gauche des exemples de champs qui peuvent être intéressants pour le médecin. Et donc, ça veut dire qu'en amont, il y a quelqu'un dans le secrétariat médical qui remplit ces informations. Et donc, tout ça, comme c'est très manuel et que ça prend beaucoup de temps et qu'il y a plein de documents qui proviennent de papier, d'email, en gros, en fait, on simplifie tout ça. On n'a pas forcément de règles qui sont bien harmonisées au niveau de l'hôpital. Et donc, ça fait que derrière, c'est pas évident pour les médecins, en fonction de leur spécialité, leur service, de retrouver les documents, ce qui peut du coup avoir des conséquences sur la prise en charge des patients. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faciliter tout ça, de le fiabiliser, de le rendre plus rapide. Et donc, mon produit, l'IFE Intégration, en bref, ce qu'il fait, c'est que... donc je vous ai mis une petite phrase pour vous remettre dans le contexte. Un parcours de soins, ça peut passer par l'hôpital, mais ça passe aussi par la médecine de ville. Donc je vous disais médecin traitant, laboratoire. Et donc ça implique des échanges de documents médicaux. Donc l'IFE Intégration, ça permet aux hôpitaux de centraliser et d'organiser les nombreux documents médicaux externes dans le logiciel qui rassemble les documents du patient, donc le dossier patient informatisé de l'hôpital. Donc ça allège cette tâche de secrétariat dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça permet aussi aux médecins d'accéder rapidement aux informations médicales. Donc super important pour les consultations, les hospitalisations. Un verbatim d'une secrétaire en pédiatrie dans un centre hospitalier. Donc je scanne, je reçois dans ma boîte mail tous les documents entrants, donc les deux sources. Je dois ensuite renommer à la main chaque document avec la date de l'acte, l'établissement émetteur et le type de document. Et donc ça, elle le fait fois, ça peut monter à 100 documents par jour par secrétaire médical, en fonction de la taille d'établissement. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que donc on a voulu automatiser un max d'étapes dans ce processus-là. Et donc à gauche, il y a 8 étapes, et à droite, du coup, il y en a plus que 3 qui sont plus que de la vérification. Et donc là, on espère avoir un gain de temps maximum pour les secrétariats, pour que du coup, elles puissent récupérer ce temps-là et faire d'autres tâches qui sont plus intéressantes. Et donc ça, c'est quelle que soit la source du document, donc c'est du papier, des appareils biomédicaux, donc par exemple ECG, épreuve d'effort, Holter, je ne sais pas si ça vous parle, mais donc il y a plein d'appareils biomédicaux à l'hôpital, des pièces jointes qui proviennent d'emails sécurisés, donc il y en a de plus en plus, d'autres sources qui produisent du PDF, et des applications tierces. Donc il y a de plus en plus de médecins qui utilisent des applications pour leur spécialité. Donc par exemple, il y en a une qui s'appelle Pixacare, qui permet de prendre des photos de plaies pour ensuite faire des analyses dessus. Et donc des applications comme ça, il y en a développées. Il y a de la télésurveillance qui se développe de plus en plus, ce qui permet du coup à un patient, plutôt que de passer beaucoup de temps à l'hôpital, en fait, d'être plutôt chez lui, mais avec une télésurveillance. Et donc voilà, il y a de plus en plus de sources de documents et donc de plus en plus de travail pour les secrétariats médicaux. Et donc les bénéfices de l'IFE Intégration, c'est donc du gain de temps, supprimer du papier, réduire des erreurs humaines et assurer une complétude du DPI, c'est-à-dire avoir un maximum d'informations bien rangées pour que les médecins puissent faire le bon diagnostic. Voilà, et donc juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc c'est une application avec une liste de travail assez simple. On importe des documents, donc là je l'ai importé à la main, il va être analysé par mon IA. Donc l'IA extrait des informations et ensuite donne un niveau de confiance, donc soit c'est prêt, soit c'est à vérifier, avec donc les informations du patient, le type de document, le nombre de pages, la date de l'acte et plein d'autres informations qui pourraient être ajoutées. Et derrière du coup,
Je rentre dans le document, j'ai une vue de détail avec mon document à gauche, le formulaire à droite qui est précomplété, je peux vérifier et ensuite l'intégrer. Voilà. Et donc le réglementaire, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc c'est super important chez nous. Pourquoi ? Parce qu'on gère de la donnée de santé et on ne peut pas faire n'importe quoi avec la donnée de santé. Et donc il faut assurer un bon niveau de sécurité. Donc vous avez sûrement entendu parler de cyberattaques à l'hôpital. Donc il y en a tous les mois dans les informations, en tout cas celles qui sont rendues publiques. Il y a des enjeux de conformité, parce que du coup on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il y a un cadre réglementaire qui est mis en place par cet organisme de l'État qui s'appelle l'Agence du numérique en santé. Et donc on travaille conjointement avec eux. Donc eux ils se positionnent en tant qu'État plateforme. Ils nous mettent à disposition des services que nous on doit utiliser, donc nous industriels et aussi établissements. Donc les emails sécurisés dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, c'est un service qui est mis en place par cette agence-là. Voilà. Maintenant que je vous ai dit tout ça, donc là vous avez un discours produit qui normalement est assez clair, j'espère. Et donc moi quand je suis arrivé chez Lifen il y a un peu plus de 2 ans, en fait il était inexistant. Il y avait un produit qui était en cours de conception pour un cas d'usage qui était plus ou moins clair. Mais en tout cas, voilà, il a fallu qu'on comprenne vraiment l'impact que ça pouvait avoir dans les organisations de l'hôpital au quotidien, pour les secrétaires médicales et donc les autres personnes impactées. Et donc il a fallu apprendre les enjeux très vite dans un secteur que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je bossais en santé. Voilà, et donc je vais vous partager ce que j'ai fait pour orienter le produit et ensuite comment on a démarré l'usage et fait le lancement commercial. Alors, pour la validation de l'opportunité, donc je vous disais, je voulais passer de moi, PM qui ne sait rien, à un PM qui a des convictions et donc capable de prendre des décisions. Donc les questions que je me suis posées au début, c'est c'est quoi les pain points de mes utilisateurs, donc des assistants médico-administratifs, c'est quoi la taille de marché pour résoudre ce besoin-là, et dans quel ordre je vais procéder. Pour vous donner une idée de l'échelle de temps, cette validation d'opportunité, elle a commencé un peu avant que j'arrive. Moi, je suis arrivé en mars 2022. Quelques mois plus tard, j'ai eu la chance d'avoir une première marque d'intérêt d'un hôpital. Donc, grosso modo, votre produit tel que vous me le présentez, il m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus et de l'utiliser. Et fin 2022, grosso modo, c'est à peu près le moment où on s'est dit c'est bon, on en sait suffisamment et on va pouvoir y aller sur le lancement commercial. Mot très rapide sur la partie réglementaire avec le Ségur du numérique, qui est donc un programme de cette fameuse agence du numérique en santé. Donc c'est un programme en 2 temps. Donc son but c'est de généraliser le partage fluide et sécurisé de données de santé entre professionnels et usagers pour mieux soigner et accompagner. Donc les professionnels c'est d'un côté hôpital, médecin traitant, laboratoire, etc. Et donc usagers nous. Comment ils s'y sont pris ? Il y a des financements pour aussi bien les établissements de santé, donc dans ce qui m'intéresse les hôpitaux, qui choisissent des logiciels qui sont certifiés Ségur. Et donc qui fait les logiciels, c'est les industriels. Et comment on certifie, du coup il y a un processus qui est mis en place par ce programme-là. Et donc je vous disais c'est en 2 temps. Et donc la timeline, globalement je vais vous la présenter, mais un dernier petit mot, c'est qu'en gros en fait la conséquence de financement, c'est que du coup nous en tant qu'éditeur de logiciel on se dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, parce que du coup il va y avoir un cahier des charges, ça va prendre du temps, ça va nous prendre beaucoup de ressources, on a du mal à le sizer, on a une idée du timing, mais ça veut dire que du coup en fait toute notre roadmap en fait faut qu'on fasse de la place pour ça. Et au contraire si on n'y va pas, du coup en fait on peut se dire on passe à côté de tout ça. Donc tous les hôpitaux vont se dire ok on bosse avec des éditeurs qui ont choisi de se faire certifier Ségur, on prend cela et pas le vôtre. Et donc ça potentiellement ça a des conséquences aussi de ce côté-là. Donc il y a des fortes incentives dans le secteur de la santé avec l'État et donc nous on doit du coup naviguer avec ça. Donc si je reviens à ma timeline, Ségur, globalement, la première partie du programme, donc ça a commencé quelque part en octobre 2021 et ça s'est fini fin 2023. Donc ça a duré assez longtemps
et moi, du coup, ma validation d'opportunité, elle est entre les deux. Et donc, cette timeline-là, sur la première partie, moi, mon problème, c'est qu'au début, ça monopolise énormément l'équipe R&D, et ensuite, ça va monopoliser énormément les équipes commerciales, opérations, etc. Et donc, j'avais assez peu accès à eux à ce moment-là. Alors, comment je m'y prends, du coup, pour valider cette opportunité? Donc, dans un premier temps, j'essaie d'obtenir et d'organiser la connaissance. Voilà, je vous disais, je connais rien, je veux en savoir plus. Je fais des hypothèses et derrière, je cherche à communiquer tout ça et construire du coup ce que j'appelle une compréhension partagée. C'est-à-dire qu'en gros, l'équipe avec qui je bosse au quotidien, on a le même langage, on sait de quoi on parle. Quand je parle de tel cas d'usage à l'hôpital, c'est très clair pour tout le monde, etc. Alors, pour obtenir et organiser la connaissance, premier point, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'échanger avec au moins un interlocuteur à l'hôpital par semaine. Donc je vous disais, c'était une période qui était assez difficile pour avoir de la disponibilité côté hôpital. La chance qu'on a eue, c'est que du coup, l'eFund, comme on est présent dans un tiers des hôpitaux, qu'on a un logiciel qui commence à être connu maintenant et crédible, parce que du coup, on rend des usages à ce personnel-là de secrétariat médical. Donc ils se sont dit, ok, en tout cas, ils étaient plus enclins à la discussion. Et l'autre point, c'est que du coup, les disponibilités, donc aussi bien en interne qu'à l'hôpital, dans ce contexte sécure, donc effectivement, c'était tendu. Mais on a pu identifier avec donc notamment les CAM, les Key Account Managers, en gros, en fait, vers quel genre d'établissement on pouvait se tourner à ce moment-là, qui était susceptible d'échanger avec nous. Et l'autre point aussi, c'est que du coup, il y a aussi bien des personnes à la DSI que dans les secrétariats, et donc les disponibilités peuvent différer en fonction d'à quel point elles vont être prises par ce programme du Ségur. Voilà, et donc ce rythme de un échange par semaine, c'était un objectif. Au début, c'était hyper difficile, en fait, au fur et à mesure, ça nous a permis de gagner en confiance avec les équipes, notamment CAM, et donc d'avoir de plus en plus d'échanges. Voilà, et donc des semaines où on a parlé avec 3 établissements différents. Et voilà, ça nous a permis de vraiment être plus serein sur les questions qu'on se posait et de la capacité à poser des questions régulièrement. Voilà, et donc ça, c'est une habitude qu'on a gardée parce que du coup, ça nous permet d'être au plus proche des utilisateurs. Ensuite, par rapport aux questions qu'on posait, au début, du coup, moi, mes connaissances étaient super limitées sur la santé, sur l'hôpital, sur le jargon qui est utilisé. Et donc, une technique pour moi, c'était d'utiliser des thèmes à explorer. Donc, grosso modo, vous qui êtes assistante médico-administrative, c'est quoi votre environnement? Donc, à quoi ressemble votre bureau? C'est quoi les outils que vous utilisez? Donc, vous avez des documents à gérer. Est-ce que c'est par quels canaux ils proviennent, etc. Les logiciels que vous utilisez, ça m'intéresse aussi parce que du coup, potentiellement, il va y avoir des interactions avec ce que moi je veux mettre en place. Combien vous passez de temps là-dessus? Qu'est-ce qui marche bien pour vous? C'est quoi vos frustrations, vos limitations, etc. Et donc ça permet d'avoir des discussions assez haut niveau finalement, où on n'a pas forcément besoin de rentrer dans de la complexité médicale de premier abord. Et de monter aussi tranquillement en compétence sur toute la partie connaissance des usages médicaux. Le deuxième point, donc il peut y avoir des ambiguïtés ou des choses qui sont supposées connues. Et moi, mon mantra, c'est de dire que en fait, la clarté, c'est beaucoup mieux que le confort. En gros, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je préfère qu'on soit au clair sur les mots qu'on utilise, ce dont on parle, pour être sûr qu'on parle de la même chose, plutôt que le confort de se dire c'est bon, j'ai compris, et en fait on passe à côté de quelque chose. Et donc pour vous donner un exemple, par exemple le verbe éditer, quand une secrétaire m'en parle, généralement elle veut dire
imprimer, alors que moi je pense potentiellement à modifier. Et en fait, ce qui peut avoir des conséquences, en fait, on peut faire un quiproquo sur ce dont on parle, quoi. Voilà. Donc pour vous donner un exemple de question, donc j'ai pris donc une question de recherche utilisateur. Là, vous avez un fax. Ce que j'ai constaté, c'est que le fax est hyper répandu à l'hôpital. Quand je dis hyper répandu, c'est vraiment un usage en prod, au quotidien. Une centaine de fax faciles par service, tous les jours. Voilà, et donc moi je me dis pourquoi le fax est encore répandu à l'hôpital alors qu'il a disparu de ma vie il y a 20 ans, plus peut-être, je sais pas. Et donc la question que je pose dans ce cas-là, c'est pouvez-vous me parler de la dernière fois où vous avez reçu un document médical par fax, et donc de la demande initiale jusqu'à son traitement. Et donc l'idée, c'est que moi ça me permet de répondre à la question que je me pose, et ça permet à mon interlocuteur de se projeter dans ce cas d'usage. Donc la dernière fois, c'est quelque chose qui est tout frais, donc elle va pouvoir me le raconter étape par étape, et pouvoir rentrer dans le détail, et moi je vais pouvoir poser des questions, entrer dans le détail sur chaque étape, quoi. Et donc ça nous a permis de mieux comprendre la valeur ajoutée qu'a le fax, et à quel point ça allait être facile ou difficile de le détrôner à l'hôpital. Spoiler, difficile. Et donc les questions qu'on se pose, en fait, ça vaut donc aussi bien pour la recherche utilisateur, mais aussi pour l'interne, les aspects business, et en fait le champ des possibles de manipuler ces skills est assez énorme. Pour continuer sur obtenir, organiser la connaissance, j'ai fait plein d'interviews. Il y a un moment, on est monté à une cinquantaine d'interviews avec aussi bien des assistants médico-administratifs, des chefs de projet SI, potentiellement des médecins, parfois, rares. Et il y a un moment, on accumule plein de connaissances et ça part dans tous les sens et on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur la méthode d'Opportunity Solution Tree, peut-être que vous connaissez, qui commence du coup par une partie brainstorm, où en gros on essaye d'identifier les grands aspects qui vont revenir, mais en commençant du coup par juste tout ce qu'on a noté comme opportunité ou comme piste de solution qu'on nous a évoquées. Et donc on les a toutes rassemblées, on a fait des petits buckets. Donc ça on l'a fait avec le deuxième product manager qui était avec moi, la designer et un ingénieur logiciel qui était avec moi. On a abouti à ça, et derrière on a le fameux arbre qui peut ressembler à ça, avec à gauche un outcome qu'on cherche à atteindre. Donc là en l'occurrence c'était découvrir les opportunités qui vont favoriser l'adoption et l'engagement de mon nouveau produit, différentes intégrations. Et derrière, du coup, faut essayer de mettre en place des opportunités, des sous-opportunités, des sous-sous-opportunités, etc. Jusqu'à aboutir, du coup, à un truc suffisamment petit pour se dire, ok, ça c'est quelque chose qu'on peut adresser avec une solution, une fonctionnalité. Et donc là, je vous ai donné un exemple d'opportunité avec, je vous disais tout à l'heure, il y a plein de sources de documents. Et donc moi ce que je cherche à faire, c'est de fluidifier l'import de documents dans mon produit. Et donc pour répondre à ça, il y a plein de sous-opportunités. Donc il y en a une sur le flux papier, une autre sur les autres logiciels qui produisent des documents médicaux. Il y en a une sur les messageries, donc je vous parlais d'emails sécurisés. Il y a aussi des emails non sécurisés, mais ça faut pas le dire. Et il y en a encore plein des sous-opportunités. Et derrière, du coup, pour par exemple importer des documents depuis d'autres logiciels, potentiellement il y a plein de solutions possibles, avec plein de moyens techniques différents, et donc ça c'est quelque chose qu'on veut explorer plus tard. Voilà, et donc cet arbre, moi ça m'a permis déjà de clarifier tous les apprentissages qu'on avait eus sur cette cinquantaine d'interviews à ce moment-là, de clarifier ça avec du coup les personnes avec qui j'ai bossé dessus, donc PM, design, dev. Et derrière aussi de le partager avec toute l'équipe avec qui j'ai bossé, l'équipe au sens large, avec les CAM, product marketing, etc.
Et donc là, vous voyez, j'ai fait un petit carré en blanc là-bas. Donc c'est la zone sur laquelle on a focus. Parce que tout le reste, en fait, on avait compris que ça allait pas nous permettre de répondre à cet outcome. Donc de favoriser l'adoption et l'engagement de ce produit. Voilà. C'est quelque chose qui nous a pris un peu de temps, qui a permis de clarifier tout ça. Et après, la difficulté, du coup, c'est d'arriver à le maintenir à jour. Donc là, 2 ans plus tard, en gros, on est passé sur des mises à jour beaucoup moins régulières, forcément, parce que du coup, ça c'est assez clair. Et après, on se concentre du coup sur des opportunités en particulier. Je vous ai parlé d'hypothèses. Donc ça nous a permis de structurer nos activités de discovery et de formaliser le travail au produit design. Bon, évidemment, l'inconvénient, c'est que ça demande la discipline. Donc on a fonctionné avec une database. Donc là, je vous ai mis un exemple. Quels critères font qu'un établissement de santé est plus ou moins exigeant sur les infos à passer au dossier patient informatisé pour assurer un bon rangement? On l'a fermé, il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce que en fait, c'était un peu trop variable. Et donc en fait, on s'est dit qu'on allait clôturer ça et chercher des questions un peu plus fermées, plus faciles à répondre. Et un autre exemple, cette fois-ci d'hypothèse, c'est que quand on pitchait notre produit au début, en fait, ce qui revenait assez régulièrement, c'est qu'on nous parlait de papier et de scan en masse en particulier. Donc on nous disait, bah ouais, moi je reçois mon patient en consultation, il vient avec sa pile de papier, et en fait c'est super galère pour moi de gérer, de scanner document par document. Donc si vous aviez ça, ce serait merveilleux. Et en gros, en fait, on s'est dit, ce serait cool si on arrivait à faire ça. Je me suis retourné vers les ingénieurs, ils m'ont dit, c'est super compliqué. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, faisons en sorte que ce produit puisse démarrer l'usage sans cette fonctionnalité-là, et on verra quand on peut l'ajouter. Et donc, cette hypothèse, donc le scan en masse n'est pas un prérequis pour le lancement commercial. On a pu le tester du coup en pitchant sans cette fonctionnalité. Ça a marché et donc ça nous a permis d'avoir de l'usage. Et donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne avec nos hypothèses. Compréhension partagée, je vous disais que c'était important du coup pour qu'on se parle le même langage. Et donc la base de données que je vous ai montrée tout à l'heure de questions, d'hypothèses, en fait ça suffit pas du tout. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a inséré dans le rituel hebdomadaire. Donc avec l'équipe, du coup, on a une section où on peut présenter des questions, des hypothèses du moment pour montrer le travail produit et du coup pour aussi sensibiliser le reste de l'équipe aux thématiques et les questions qu'on se pose à l'hôpital. Voilà, et donc ce qui marche hyper bien du coup, c'est que ce rituel, évidemment, il est en synchrone. Donc c'est notre weekly donc en fait les informations passent hyper bien dans ce format-là. Tout le monde peut poser des questions et généralement il y en a toujours. J'ai tenté le partage écrit, ça va vachement moins bien marcher. Le dernier point, c'est que au début en fait on avait assez peu de clients et pourtant en fait il fallait assez souvent répéter en fait des informations que j'avais données et en fait c'est normal parce que du coup les ingénieurs ont plein d'autres trucs à réfléchir, l'architecture, les choix techniques et tout, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de toujours simplifier les messages et de répéter les informations pour s'assurer que tout le monde est bien sensibilisé aux enjeux des hôpitaux avec qui on bossait. Et dernier point, parce que tout n'a pas forcément très bien marché, donc il y a un angle mort pendant super longtemps, qui est que en fait, quand je vous ai présenté l'IFA intégration en bref tout à l'heure, je vous disais et permet aux médecins d'accéder rapidement aux informations médicales. Et en fait, on a très peu parlé aux médecins pendant ces 50 interviews dont je vous ai parlé. Et donc il y a des questions auxquelles on n'avait pas forcément de réponse. C'est quoi l'impact, c'est quoi le ROI pour eux si on fait bien ce travail-là. Nous, on s'est un peu donné une fausse excuse. Ils travaillent 70 heures par semaine, ils n'auront pas le temps de nous parler. Ce que j'ai appris du coup, c'est qu'on n'obtient jamais ce qu'on ne demande pas. Il y a un moment où en fait, on a essayé de demander à nos interlocuteurs de nous mettre en relation avec des médecins et étonnamment,
parfois ça a marché et du coup ils avaient plein de choses à nous raconter sur justement ce sujet-là. Et le dernier point, du coup, quelle influence ces médecins ont dans la priorisation de projets de ce type. Donc évidemment, on n'était pas à l'aveugle totalement. On avait un proxy qui était donc les assistants médico-administratifs, qui côtoient les médecins au quotidien et qui pouvaient nous dire bah oui, moi le médecin avec qui je bosse, il préfère ci, il préfère ça, ça le saoule, etc. Il y a aussi les chefs de projet avec qui on travaillait. Qui pouvaient avoir des insights potentiellement sur les médecins. Mais évidemment, ça n'avait pas du tout la même saveur que quand on parlait aux médecins directement. L'impact, du coup, c'est que forcément les docs qui sont mieux rangés, ça va plus vite. Donc c'est un gain de temps pour eux quand ils cherchent des documents. Et il y a l'autre point qu'on n'avait pas forcément identifié, qu'en fait il y avait aussi moins de demandes des secrétariats. C'est-à-dire donc le médecin qui dit où est-ce qu'il est mon document de tel patient, en gros en fait s'il est bien rangé au bon endroit, le médecin il le trouve direct et donc ça lui fait cette charge mentale en moins aussi. Voilà, et donc les médecins en fait ils se trouvent aujourd'hui à l'hôpital à faire du travail de secrétariat qui pourrait être évité parce que du coup ils reçoivent beaucoup d'emails sécurisés et en fait comme c'est pas bien géré, donc parfois ils arrivent en consultation, ils ont le dossier patient informatisé d'un côté, ils ont Outlook de l'autre pour lire leurs emails sécurisés et donc ils essayent de composer avec toutes les informations qu'ils ont pour faire le bon diagnostic pour les patients. Et enfin pour l'influence, naïvement on peut se dire que c'est important, les médecins c'est important à l'hôpital. Donc ce travail là en plus de rangement il est fait pour eux, donc ils devraient avoir du poids. Mais la complexité du coup pour nous c'est en fait on ne sait pas trop comment les atteindre, comment les impliquer et donc c'est un travail qu'on a mené sur la suite, donc plutôt sur la partie lancement commercial. On y vient. Donc la situation du coup c'est qu'on est mi-2022, on a quelques clients, donc 4, qui sont partants et ils nous donnent leur marque d'intérêt. Donc ils nous disent trop bien votre produit, je suis super intéressé de tester et je veux le mettre en place. Évidemment, ils ont tous des contraintes et des besoins produits différents, ça part dans tous les sens. Et donc la situation dans laquelle j'ai envie d'arriver, c'est construire des cas clients, construire un pipe commercial, définir un modèle économique et signer nos premiers contrats. Alors pour le lancement commercial, du coup avec cette phase de validation, en gros on est arrivé à un moment où on avait un credo, donc aussi bien moi, marketing, la direction commerciale. C'est que donc, les hôpitaux veulent un logiciel qui leur permet de gérer à la fois les documents numériques et papier et donc aller plus loin que le périmètre réglementaire du Ségur. Donc, je vous en ai parlé au tout début. Grosso modo, en fait, il s'adresse à un périmètre produit assez limité, donc qui concerne uniquement certains documents, uniquement par les emails sécurisés. Et nous, en fait, le besoin qu'on a vu était beaucoup plus large que ça. Donc c'est du numérique, du papier, plein de canaux différents et donc voilà, c'était notre croyance à cette étape-là. Et donc les questions qu'on s'est posées, c'est dans quel ordre on veut ajouter des évolutions, puisque du coup ça part dans tous les sens, et quand est-ce qu'on continue, quand est-ce qu'on s'arrête. La timeline grosso modo ressemble à ça, donc on n'a pas tout à fait fini la validation d'opportunités, mais on est suffisamment confiant. On commence à bosser sur l'analyse de marché, le marché adressable total, combien on pourrait pricer ce produit, etc. Et donc en février 2023, on officialise l'offre commerciale et donc on a notre business model, on est prêt à le présenter à des clients et toute l'équipe commerciale est formée. Et donc en mai 2023, on a notre première phase d'usage. Je vous ai remis la date que je vous ai indiquée au tout début, mais donc en juin 2022, on avait notre première marque d'intérêt. En fait, il s'est passé quasiment un an pour que du coup on puisse vraiment tester ce produit avec nos utilisateurs. Et la raison pour ça, du coup, c'est que du coup ils étaient très pris sur le premier sujet du Ségur et que du coup en fait ils n'avaient pas du tout la bande passante de bosser avec nous et de le mettre en place. Alors sur cette officialisation, moi j'avais un gros doute, c'est que en fait je me disais mais c'est trop tôt pour se lancer. On sait qu'il nous manque plein de features, on n'a même pas pu le tester, on sait qu'il nous manque plein de fonctionnalités, du coup en fait c'est super dangereux, c'est risqué, on va se prendre plein de portes, on va brûler beaucoup d'argent en fait en force commerciale
pour tester quelque chose en fait pour des réponses qu'on a potentiellement déjà. Et en fait avec le recul, alors il y a un biais de l'accumulation de connaissances. En gros, j'ai passé tellement de temps en interview que forcément en fait on est exposé à toutes les pains et donc c'est difficile de se dire je vais lancer un produit qui fait que ça alors que toi tu veux tout ça. Mais en fait le fait d'officialiser cette offre commerciale, ça a rendu ce produit plus réel. Et donc en fait on avait des discussions qui étaient beaucoup plus avancées avec nos potentiels clients, en interne aussi. Et ça nous a permis donc d'avoir des discussions avec des centres hospitaliers universitaires, donc vraiment des très gros hôpitaux, ce qu'on n'avait pas jusque-là, et potentiellement aussi avec des personnes auxquelles on n'avait pas accès, donc par exemple des médecins, parce que du coup c'est difficile de mobiliser des médecins si du coup on parle juste d'une idée. Voilà, donc si c'était à refaire, je le referais encore plus tôt. Et donc ça rend ce produit plus réel et donc on se prend des feedbacks comme ça. Donc je vois pas comment ça pourrait nous être utile au vu de notre organisation. Donc ça c'était un chef de projet dans un centre hospitalier. Donc quelques mois après le lancement, donc on l'a pitché, on se prend ça comme feedback. Et donc ça c'est une certaine remise en question, j'avoue. Mais en tout cas ça nous a permis justement de rendre ça plus réel et d'avoir des conversations vraiment avancées et donc de rentrer dans les détails opérationnels pour comprendre du coup ce qui marche pas et comment on pourrait leur être utile. Heureusement, on a aussi des feedbacks beaucoup plus positifs. Donc un médecin chef de service d'un centre hospitalier qui me dit je l'ai testé moi-même, ce produit répond presque parfaitement à mes attentes. Donc le diable est dans les détails. Mais en tout cas, ce produit-là qu'on a lancé, qui avait un périmètre qui n'était pas encore suffisant à ce moment-là, selon moi, en fait, visiblement, c'était déjà super bien pour un chef de service. Alors, comment on s'y est pris ? Alors, le premier point, c'est qu'on a cherché à optimiser pour la satisfaction des clients. Donc, en étant très près d'eux, en leur rendant le plus de services possible. Voilà. Donc, deuxième point, c'est qu'on cherche à avoir toujours accès aux utilisateurs. Avec un établissement, en gros, il y avait un peu un pare-feu avec le chef de projet système d'information qui voulait limiter les interactions avec les secrétariats médicaux, justement pour leur laisser le temps de faire leur travail. Mais ça, du coup, en fait, ça nuit du coup à la relation qu'on construit avec ces personnes-là et donc leur capacité aussi à nous faire des retours sur le produit pour du coup chercher les améliorations. Ouais, donc très proche des utilisateurs. Et un point que j'ai noté, c'est que en fait, c'est super important d'être en capacité de satisfaire les demandes de ces personnes-là. Donc aussi bien les utilisateurs que les personnes plutôt côté acheteurs, chef de projet. Donc ça passe aussi bien par du produit que du service. Donc produit ajouter des fonctionnalités et service du coup ok, cette fonctionnalité là elle n'existe pas encore mais je peux me débrouiller à la main pour faire un truc de mon côté. Voilà, et sinon garder leur cas d'usage pour plus tard. En gros, ce que je peux vous partager là-dessus, c'est qu'on a travaillé avec un établissement de façon très proche. Ils étaient super contents et en fait il leur manquait quelques fonctionnalités. Et en fait, comme les négociations commerciales ont mis un peu de temps, on les a un peu laissés de côté et donc on s'est dit en fait, tant que ces négociations aboutissent pas, on garde leurs demandes pour plus tard. Et en fait, le problème c'est que ça a un potentiel de backfire. Je sais pas ce que c'est le terme en français, mais en gros en fait que du coup ça te revienne dans la tête. Parce que du coup tu n'as pas répondu à leurs besoins alors que c'était vraiment super important pour leur quotidien parce que je vous disais ils gèrent des centaines de documents tous les jours et que ça a une importance du coup pour la prise en soin. Quelques particularités de cet usage de produits, c'est que on manipule la donnée médicale. À gauche vous avez un screenshot de l'interface avec un faux document médical. Et du coup à droite, ça c'est un outil interne qu'on utilise et qui nous permet du coup quand on nous remonte un bug, par exemple, je comprends pas, le patient a été extrait comme Michel au lieu de Micheline. Et donc du coup nous derrière on a les outils pour suivre ce que fait l'IA
sans du coup manipuler les données patients. Donc on ne sait pas que en fait, le vrai patient il s'appelle comme ça. On a quelque chose qui est pseudonymisé, donc qui est remplacé à la volée et qui nous permet du coup d'exploiter ces données confortablement. Voilà, du coup pour le debug, vous imaginez que c'est pas si simple. Et donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on passe par, là vous l'avez ici, un identifiant que du coup les utilisateurs peuvent copier-coller, nous l'envoyer pour le support, pour que derrière on puisse du coup investiguer sur des informations sur le document, donc d'où il vient, quand est-ce qu'il est arrivé, quel est le contenu pseudonymisé, qu'est-ce qui a été extrait, sans du coup qu'on manipule des informations de santé. Et petite anecdote d'ailleurs, donc on est certifié HDS, donc hébergeur de données de santé, et ce que ça implique, une des implications, c'est qu'on a une équipe qui est dans une salle séparée du reste de toute la boîte, pour laquelle il faut badger, parce qu'en fait ils sont exposés à des données patients toute la journée, et du coup en fait il faut surtout pas que d'autres personnes puissent passer derrière et voir ce qui se passe. Voilà, petite particularité du secteur de la santé. Voilà, et après il y a d'autres joyeusetés comme donc je vous disais, il y a des services de l'État, donc comme les emails de santé ou le dossier médical partagé. Et donc ça pour le tester en environnement de dev ça va, mais quand on a des bugs en prod du coup c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup on n'a pas forcément ça. Voilà, et donc c'est des sujets qui sont mis sur la table régulièrement comme ça dans ce secteur. Voilà, et donc pour continuer sur comment on s'y prend, l'autre point donc après cette proximité avec les utilisateurs, il y a le focus sur le présent. Donc on est en train de lancer un produit et en fait ça sert à rien de chercher à optimiser les cas d'usage pour dans 6 mois. Ce qu'on cherche à faire, c'est donc d'accepter de faire des choses sans avoir une visibilité parfaite. Donc là j'ai mes 4 établissements, ils ont des cas d'usage différents, ils ont des besoins fonctionnels un peu différents. C'est pas grave, en fait on va juste construire ce qu'il faut, mais juste ce qu'il faut pour eux. Et on verra plus tard quand on aura plus de clients, plus d'usages, comment on s'adapte. Et donc une conséquence de ça, c'est que notre première roadmap, en fait, on l'a construite et publiée en interne au bout de 1 an de commercialisation. Voilà, donc en gros, les équipes commerciales me demandaient régulièrement cette feature, elle est pour quand? Et en fait, moi, j'en savais absolument rien à cette époque-là. Donc je pouvais juste dire, maintenant, je bosse sur ça et ensuite, on verra. Et l'exemple que je vous ai mis à droite, là, c'est donc des archives à l'hôpital. Donc ça ressemble à ça. Donc tous les documents là, que je vous ai montrés tout à l'heure, ils atterrissent dans des colonnes comme ça. Hein. Et donc en fait ça coûte super cher en stockage à l'hôpital. Du coup nous quand on a présenté notre produit, une réaction assez souvent c'était ah mais c'est trop bien, du coup je vais pouvoir me débarrasser de mes archives. Et donc on se disait ouais super, il y a une opportunité. Donc je l'ai remouliné dans nos Opportunity Solution Tree. En fait on l'a mis de côté et la raison pour ça, c'est qu'en fait, c'est pas si simple de se débarrasser du papier pour des raisons médico-légales. Il faut une période de conservation et si on veut s'en séparer, du coup, en fait, il faut suivre un process, il faut utiliser des logiciels qui sont certifiés, un autre truc pour lequel on n'est pas certifié. Et donc, du coup, la marche à franchir était tellement énorme que du coup, on l'a laissé de côté. Mais voilà, donc le focus sur le présent, c'était vraiment un aspect qui nous a permis de concentrer nos efforts et du coup d'avancer sur ce lancement commercial et du coup de construire des cas d'usage et de pouvoir ensuite les propager à d'autres établissements. Forcément, on rencontre des difficultés dans cette étape-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a suivis dans un petit tableau. Voilà, et donc on essaie de mettre en place des actions pour s'assurer que ces risques-là, on arrive à y répondre. Donc quelques exemples, le fait d'avoir trop peu de visibilité entre équipe produit et équipe commerciale. Une façon d'y répondre, du coup, ça a été de mettre en place des points de discussion entre nous et aussi de leur donner les arguments sur la priorisation des différentes fonctionnalités. Ce qui du coup aussi nous permettait d'avoir des inputs du terrain et donc d'alimenter cette réflexion-là. Le manque d'éléments chiffrés en pitch, ça a été un gros problème au début pour nous. Et donc surtout éviter les pitchs dans lesquels il n'y a pas de ROI.
parce que forcément, derrière, il faut qu'ils payent pour une solution, et donc ils veulent se faire une idée du ROI. Et tout ça, quitte à ce que ce soit basé sur des hypothèses. Donc les hypothèses, ça peut être, on estime que les assistants médico-administratifs passent tant de temps sur l'intégration de documents, ils ont tant de documents par jour, ils reçoivent par tant de canaux, donc le temps de collecte ça prend tant de temps, et donc du coup nous on va faire gagner ce temps-là, et donc le ROI on l'a. Et après il faut le tester. Voilà, et donc on a fini par créer une calculette de fourchette de ROI, donc basée sur de l'information publique, qui nous permettait du coup de se faire une idée de là où on se situe dans le gain espéré, et donc d'avoir des éléments tangibles de discussion avec les personnes. Voilà, et dernier point qui est assez particulier sur un lancement de produit, c'est donc cette phase d'essai. Donc je vous disais, il y a 4 établissements avec qui on a bossé, on a construit des fonctionnalités avec eux. Et derrière, en fait, c'est difficile à clôturer. Parce que du coup, en fait, au début, on se dit, ça va être gratuit pendant 2 mois, ensuite vous allez payer. La réalité, c'est que en fait, au bout des 2 mois, on avait difficilement implémenté une fonctionnalité. Et après, il y en avait encore 3 autres établissements avec qui bosser. Et donc, il a fallu construire un périmètre fonctionnel suffisant pour du coup être beaucoup plus légitime à dire maintenant c'est effectivement une phase d'essai, ça va durer tant de temps, et ensuite vous passez sur la facturation progressive. Voilà, et donc on a fini par modifier les conditions pour les établissements suivants, donc suivi de métriques, la période de gratuité, le mode de facturation, du coup pour s'assurer que cette phase d'essai en fait soit plus un problème de la clôturer. Quelques exemples plus précisément sur les aspects réglementaires. Donc il y en a une sur ce qui s'appelle l'identité-vigilance. Là vous avez quelque chose qui s'appelle l'identité nationale de santé, qui est censé être discriminant et donc représenter un citoyen français. Parce que du coup en fait un truc que j'ai découvert, c'est qu'en fait une personne qui a un prénom, un nom et une date de naissance, en fait, à l'échelle d'une région, il peut y en avoir facilement 6. Ce qui n'est pas forcément évident. Mais du coup, à l'échelle d'un CHU, ils ont régulièrement ces cas-là. Et donc, ça permet d'endiguer ça. Problème, c'est que du coup, dans les documents médicaux, donc si vous êtes chez le médecin traitant, qui vous adresse à un autre médecin, du coup, potentiellement, il va marquer le premier prénom, le nom et potentiellement âgé de. Donc sans donner la date de naissance. Et donc en fait, nous, c'est les informations qu'on a dans les documents médicaux. Ce qui nous a permis de construire cette automatisation avec notre IA. Et du coup, en fait, il faut trouver le juste milieu entre on cherche à faciliter le travail de secrétariat médical, et de l'autre côté, on répond aux aspects réglementaires. Et donc il y a une balance à trouver sur la gestion des risques. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait conjointement avec l'hôpital. Et l'autre point sur ce lancement commercial, c'est que je vous disais, donc on était en plein milieu de la première partie de ce plan de financement du Ségur, et qu'en fait on n'avait pas du tout de visibilité sur la deuxième partie, sur comment ça allait être financé. Et ça c'est une question qui revenait régulièrement. Et les établissements avaient du mal à se positionner, à dire c'est bon, je suis prêt à acheter ce produit, sans connaître en fait les modalités de financement derrière de l'État. Et donc ça, forcément, on participait au maximum au point de rencontre avec l'Agence du numérique en santé. On essayait d'en savoir plus, de donner un max d'informations. Et donc, pour certains clients, c'était suffisamment d'informations pour pouvoir se lancer. Et pour d'autres, en fait, il a fallu attendre que les informations soient publiées officiellement. Voilà, et donc je reviens encore sur ma compréhension partagée. Même pour le lancement commercial, c'est super important. Et donc, ce qu'on fait chez nous, c'est un résumé toutes les 2 semaines avec une vision d'ensemble et des détails opérationnels. Donc ça, c'est visible de tous. Donc il y a une page Notion qui est partagée aussi sur notre Slack, où on centralise les informations essentielles. Donc là, je vous ai mis, il y a un suivi, il y a les apprentissages, les résultats et les chiffres, les feature requests, etc. Ça c'est forcément un peu difficile à tenir à jour quand ça n'avance pas ou qu'il y a un coup de chaud. Au début c'était facile, il y avait 4 établissements, maintenant il y en a une quinzaine, donc c'est beaucoup plus difficile forcément. Ensuite, toujours dans la compréhension partagée, il y a le suivi des objectifs. Il y a un semestre pour nous où c'était sur l'ARR. L'intérêt
que je vois avec ça, c'est que du coup, c'est motivant. En fait, on voit une barre de progression. Ça nous permet de parler le même langage entre équipes, donc aussi bien l'équipe intégration, donc R&D, marketing, design, que le reste, donc équipe commerciale. Et donc, en fait, ça nous aide aussi à prioriser, parce que du coup, en fait, on va pas mettre forcément la même énergie si l'ARR potentiel il est pas suffisant, quoi. Et donc ça nous permet de dire bon voilà, CHU, plus petits établissements, mais grosse feature request, etc. Voilà. Et un petit dernier sur les cas d'usage et apprentissage. Donc ça c'est un exemple de vidéo que j'ai prise dans un centre hospitalier. Voilà, avec donc une explication du gain que ça permettait pour cette personne-là. Et donc tout ça, ça nous a permis de rapprocher l'équipe des clients et de leurs besoins. Et en fait, ça concerne tout le monde, donc aussi bien la R&D, le marketing, l'équipe commerciale que les opérations. Et donc ça permet aussi de manipuler un discours commun et qui aussi peut résonner chez les clients. Voilà, donc je vous ai parlé de ces deux grosses étapes. Et maintenant, si on relève la tête, donc les apprentissages principaux pour moi, ça a été que rendre son produit pluriel, ça permet de débloquer des conversations. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des CHU, des médecins. Voilà, si on n'avait pas fait cette officialisation du lancement commercial, ça aurait pu prendre beaucoup de temps. Deuxième point, c'est de prendre en considération tous les personnels impactés. Donc je vous disais, on a un peu négligé les médecins au début. Et en fait, ça a des conséquences sur les parcours utilisateurs de tous ces personnels, sur le ROI qu'on constate, parce que du coup, il y a un ROI aussi bien pour le secrétariat que pour les médecins. Et si les médecins sont contents, forcément, ça remonte dans les priorités. Et le processus de décision, parce que du coup, en fait, au début, on avait donc impliqué les secrétariats médicaux, les chefs de projet, mais pas forcément les médecins. Et en fait, on a vu avec le verbatim que je vous ai montré tout à l'heure, que ça peut avoir un impact hyper fort dans la prise de décision. Et le petit dernier, du coup, donc je l'ai rabâché, mais donc communiquer et organiser la communication, c'est vraiment clé à toutes les étapes. Voilà, donc aussi bien avec les clients que donc au sein de son équipe R&D, que en interne, quand il faut impliquer les différentes personnes qui sont en contact avec les clients et qui peuvent aider à alimenter la réflexion autour du produit. Et voilà, et donc la suite, globalement la timeline, on voit pas très bien. La timeline du coup c'est que là on va faire le max pour passer à l'échelle, mais donc voilà, boule de cristal. Et donc début 2025, il y aura les premiers déploiements donc sur cette partie réglementaire du Ségur, sur la deuxième partie. Et nous, on va faire le max pour être certifié et pour être déployé dans autant d'hôpitaux que possible, du coup pour leur apporter plus de valeur que juste cette partie purement réglementaire. Voilà, c'était tout pour moi.